Merci d'être là pour ce pique-nique de rentrée de Niac. On, on- on commence, on va dire, un nouveau cycle, si je puis dire, puisque on a fêté les 10 ans de Niac il y a quelques mois. Bon, ça a bien fonctionné. Il y a beaucoup de gens qui voulaient continuer, etc. Donc, on s'est demandé comment on allait s'organiser, sachant que bon, c'est un réseau quand même assez informel avec des gens qui viennent d'un peu partout, mais qui sont là parce qu'ils sont motivés par l'engagement citoyen, puis qui sont là, je le rappelle, à titre personnel. Ils ne représentent pas leur institution, mais ils représentent quand même. Rudy, à titre, on va dire, personnel, a proposé de nous aider dans l'animation, avec éventuellement d'autres, il en parlera, hein, qui ne sont pas tout seuls. Et donc, il a commencé à réfléchir un petit peu à une organisation, un programme. Donc, alors sur les actions, on a dit qu'on allait continuer en fait ce qui marche bien et ce qui plaît dans Niac, c'est-à-dire ces pique-niques. Maintenant, on en est peut-être au 25 ou 30e, je ne sais plus, bon, enfin, on en a fait pas mal, qui sont une formule très souple de connaissances entre membres, avec des invités extérieurs pour aussi avoir d'autres choses. Et puis les plénières, donc où là on se réunit en présentiel. Et ça, on va essayer de continuer aussi, de même qu'évidemment tout ce qui fait réseau, sur les réseaux sociaux, le soutien, et on a possibilité de soutenir les membres qui le souhaitent en faisant des petits groupes, d'autres membres qui peuvent les soutenir. Enfin, il y a plein de possibilités, mais au moins déjà, on va essayer de faire les pique-niques et les plénières. Et alors donc tout ça dans un cadre que je vais donner la parole à Rudy qui va l'expliquer un peu. On a dit, bah, tout ça, il y a des thématiques quand même de fond sur lesquelles, pour l'année qui vient, on souhaite travailler, qui sont donc le pouvoir d'agir, le développement local et la transition écologique juste. Alors c'est assez large, mais enfin, ça regroupe un ensemble de thématiques sur lesquelles on a des choses à dire et on a des gens qui ont des expériences et qui peuvent apporter leur appui et leur connaissance, avec toujours cette idée, donc moi je trouve importante, hein, que les politiques publiques, alors en plus on est en plein constitution de gouvernement, tout ça, les politiques publiques c'est une chose, il en faut, hein, on ne peut pas marcher, on ne peut pas fonctionner sans loi, sans politique publique, mais enfin il n'y a pas que ça dans la vie, quoi. Et en plus, l'expérience que j'ai moi de 40 ans de politique publique, c'est que les politiques en question, elles ne fonctionnent que si par ailleurs il y a des relais de gens ou d'institutions ou d'organisations motivées sur le terrain qui sont prêts à les porter. Les trucs qui sont comme ça plaqués hors sol, ça ne marche pas. Et par contre, au contraire, quand il y a une bonne mobilisation citoyenne avec un apport d'initiatives de terrain, ben alors ça peut fonctionner. Donc, c'est finalement les politiques publiques plus l'engagement à l'initiative citoyenne, on arrive peut-être à faire quelque chose. Voilà, bon, j'en ai fini pour l'introduction. Ben, Rudy, est-ce que tu veux bien compléter sur bon, comment tu conçois un peu ton rôle là-dedans? Et puis après, ben, on va démarrer les interventions des uns et des autres. Ouais, bah, merci Thierry pour la confiance et merci de me donner la parole. On va donner la parole à chacun puisque là, l'idée, c'est de faire vivre le réseau NIAC et tout le monde est engagé quelque part. Tout le monde a sûrement des initiatives à porter, que ce soit dans des institutions ou dans des associations, des entreprises sociales, etc. Et l'objectif, c'est vraiment de décloisonner et à la Compagnie Générale des Autres, nous, c'est ce qu'on a toujours voulu faire décloisonner à la fois effectivement ceux qui sont dans les politiques publiques et qui essayent de répondre aux besoins sociaux, environnementaux de manière courageuse, mais parfois isolés les uns des autres, et puis ceux qui font l'économie sociale et solidaire, ou même les entreprises qui doivent aussi pouvoir s'engager sur leur territoire, que ce soit avec les notions de RSE local, de RTE et d'engagement territorial. Et nous, ce qu'on espère, bah, moi, je suis adhérent au même titre que vous, hein, donc là, je fais l'animation, mais je suis aussi un faiseux, comme on dit, quoi. Bah, c'est qu'avec ces réseautages, ces pique-niques, on va pouvoir aussi activer des liens et des projets qui vont bypasser, comme on dit en bon français, ou passer sous les radars, décloisonnement, et faire en sorte que voilà, on connecte malgré tout les initiatives. Donc, effectivement, là, on organise des pique-niques, mais l'idée, c'est que vous puissiez, vous aussi, si vous voulez, en organiser avec moi. Donc, moi, je coordonne en fait hein, pour NIAC, je suis un peu le coordinateur et le communicant. Donc, je vais communiquer sur ce que vous faites, sur ce qu'on fait ensemble, en fait.
et donc que chacun puisse proposer aussi demain de dire, bah ouais, moi aussi j'ai envie d'organiser un pique-nique autour d'une thématique ou autour d'initiatives que je porte, parce que chacun dans un pique-nique, le principe c'est que vous allez tous pouvoir pitcher à un moment donné. Voilà. Donc là, on va lancer en fait le pique-nique avec des intervenants clés. Donc il y a Abdoul. Abdoul, est-ce que tu es là? Fais-nous signe, attrape le Coucou. micro. Coucou, top. Merci d'être là, Abdoul. Alors, Abdoul, tu es membre du Network Europe Global Eco Village. Tu vas nous dire ce que c'est, mais voilà, tu vas nous parler d'Eco Village. Je lancerai la table ronde juste après. Tatiana, est-ce que tu es là? Tatiana Ouais, Marie, je suis là. elle Et est je suis venue là. avec Laurent aussi qui est là. Top. Et Donc, ouais, bonjour tout le monde. salut Laurent, donc deux membres de Bleu Blanc Z, vous allez nous dire ce que c'est, mais je crois qu'on va parler aussi d'initiatives qui permettent de la route en commune, qui permet d'interviewer des maires qui sont très actifs dans la transition écologique, si je ne me trompe pas, à peu près ça, Ouais, quoi. c'est Ouais, ça. ouais, c'est ça. Voilà, Bastien, il va nous rejoindre à 13 h de l'opération Milliard. Et Alassane, je ne sais pas s'il nous a rejoint. Alassane, est-ce que tu es là? Non, je crois il est sûrement en route là pour poser un conteneur dans sa cité, faire en sorte que des jeunes puissent faire des choses dans sa ressourcerie. Mais normalement, il va nous rejoindre en cours de pique-nique. Et puis, bah, il y a moi, Rudy Pignon-Malapert, de la Compagnie Générale des Autres. Je vais vous parler d'une initiative qu'on a fait et une approche qu'on a sur Romainville qui entend donner du pouvoir d'agir sur une approche ressource. Donc, comment est-ce que chacun peut être considéré comme une ressource sur son territoire et non pas un besoin. Je termine en disant que effectivement, NIAC, ça va être trois grandes thématiques, comme l'a dit Thierry. Une sur le pouvoir d'agir, donc c'est assez large, mais en gros, de pouvoir parler des initiatives du pouvoir d'agir à toutes les échelles, rural, urbain, village, ville, interco, département. Donc là, c'est un petit peu ce qu'on va faire aujourd'hui. Parler de la démocratie, de l'accroissement de l'autonomie des personnes sur les territoires, tout ce qui est 50-50 des politiques publiques, comment est-ce que les politiques publiques, elles ont un relais aussi des citoyens et elles arrivent à faire ensemble, parce qu'on voit bien, surtout avec le gouvernement qu'on a aujourd'hui, que c'est compliqué, on a de moins en moins de ressources. Donc comment est-ce que on arrive à co-construire? Donc c'est un petit peu l'ambition de cet axe-là. Et vous avez vu, sous chaque axe, vous avez un petit appel à participation. Si vous vous reconnaissez, c'est le moment. C'est le moment de pitcher aussi vos initiatives et c'est ce qu'on va faire dans ce pique-nique. Le prochain axe, c'est le développement local. Donc, c'est en continuité hein, ou en complémentarité du pouvoir d'agir. Comment est-ce qu'on développe le territoire? Donc, il y a des entrepreneurs de territoire aujourd'hui dont la finalité est le développement territorial. On va en entendre cette année. Il y en a sûrement dans la salle aujourd'hui. Donc, n'hésitez pas à faire signe. Si vous vous reconnaissez, bah, c'est le moment, vous aussi, de pitcher vos initiatives. On n'est pas sur une table ronde de trois quarts d'heure, hein. D'ailleurs, je vais bientôt passer la parole à chacun. Et puis, le troisième, c'est la transition écologique juste. Donc, si vous vous reconnaissez là-dedans, c'est-à-dire, on sait très bien que la transition écologique, si elle réussit d'ailleurs à se faire, parce que là, on n'est pas en phase de le faire, mais il y a quand même pas mal d'initiatives qui le font. Mais les réglementations de la transition écologique, elles vont parfois produire des injustices où on sait que c'est les plus pauvres qui vont se prendre le train de la transition dans la figure, pour parler poliment. Si vous avez des initiatives en faveur de transition pour la transition écologique juste, vous pouvez les pitcher et nous le faire savoir. Et enfin, l'idée, c'est de voir ce serait quoi le prochain pique-nique. Donc, n'hésitez pas dans le chat, si vous avez des sujets, vous pouvez nous faire part de sujets et on va les récolter et vous pouvez nous en parler aussi en live, évidemment, dans le pique-nique. Ça va, tout le monde a compris? On peut partir. Ouais, Oui. alors, si, oui, si vous avez dès ce stade des remarques à faire sur cette présentation générale et sur le cadrage, allez-y, sinon on le fera plus tard pour le cours de la discussion. Mais si quelqu'un veut s'exprimer tout de suite ou compléter ce qu'on a pu dire, allez-y. Alors, ouais. Et puis, mettez aussi dans le chat parce que des fois, on n'ose pas forcément le dire en voix orale. Comme ça permet aussi de garder trace. Peut-être que je vais passer la parole pour commencer à Tatiana, si tu veux bien Ouais.
commencer. On est sur la thématique pouvoir d'agir. Comment est-ce que Bleu Blanc Zèbre aujourd'hui répond un petit peu à sur cette thématique-là, avec notamment la route en commune, hein, je crois, dont tu vas nous parler, et toute l'initiative de Bleu Blanc Zèbre. Ouais, tout à fait. Et ben, en fait, on va vous parler de ce que fait Bleu Blanc Zèbre à deux avec mon collègue Laurent parce on a pu venir tous les deux aujourd'hui. Donc ça, c'est chouette parce que Laurent va pouvoir vous parler bien en détail de la route en commune. Je pense que ce qui est important que je vous dise, c'est peut-être vous représenter de manière générale ce que fait Bleu Blanc Zèbre pour que vous compreniez bien en fait dans quelle brique se place la route en commune. Bleu Blanc Zèbre, ça fait 10 ans qu'on existe. Et notre mission aujourd'hui, c'est de repérer des initiatives locales qui ont fait leurs preuves pour répondre à des besoins sociétaux précis et qui vont pouvoir se répliquer ailleurs. On va vouloir repérer ces initiatives, les outiller pour qu'elles puissent renforcer leurs projets et éventuellement transférer leurs compétences. Merci Thierry. Et, euh, et en fait, on va faire en sorte qu'elles puissent transférer leurs compétences sur d'autres territoires pour justement répondre au manque de moyens dont tu parlais, Rudy, tout à l'heure. Donc c'est pour ça aussi que ça nous a fait écho, ce pique-nique, parce que on se dit aujourd'hui que bah, il y a de moins en moins de subventions pour les projets qui, aussi super soient-ils, que les collectivités locales ont elles aussi moins de moyens pour investir sur leurs projets de territoire. Et donc, on se dit que ce transfert de compétences peut permettre de répondre à des urgences ben, réelles et à moindre frais, en mutualisant des forces. Donc, c'est dans le cadre de l'identification des besoins des territoires qu'on a relancé le projet de la route en commune. Mais là, je vais passer la parole à Laurent, qui va Ouais, pouvoir raconter l'origine. exactement. Et sur la question même du pouvoir d'agir, l'idée de ce transfert de compétences, il est l'idée de dire, en fait, il y a déjà plein de gens qui existent dans des communes, il y a des assos, il y a des agents intercommunaux, il y a du monde, de se dire, mais comment eux, en fait, ils peuvent s'emparer, en fait, de projets qui existent déjà, qui ont été éprouvés, en fait. Donc, ce pouvoir d'agir, il est aussi là, dans cette manière de le faire, il est de dire, en fait, allez-y, les gars, faites-le à votre sauce, nous, on a déjà les outils. Donc, on va vous donner les clés pour démarrer la voiture. Alors j'ai plein de métaphores comme ça qui sont absolument pas écologiques. Pour parler de la route en commune, en fait, le projet de base, il a été monté par un gars qui s'appelle Ulysse Blot. Et en fait, il partait dans le Calvados rencontrer des maires, interviewer des maires des petites communes rurales pour savoir concrètement ce qui se passait en termes de transition écologique et démocratique. Bon, en gros, ça veut dire quoi? Ça veut dire, en fait, il a des communes, il n'a juste pas le droit de choisir la commune dans laquelle lui, il vit, mais sinon, il peut rencontrer les autres maires. Et à partir de là, il a une grille questionnaire et il va poser toutes ces questions-là, un entretien qui dure 1 heure et demie. Et à partir de ce questionnaire qui est vraiment basé sur l'écoute, bah, l'idée, ça va être justement de faire une retranscription. Et ça, en fait, il y a eu déjà il y a eu plus de 150 entretiens qui ont été menés comme ça. Et là, on relance la nouvelle version de la route en commune puisque c'est Bleu Blanc Zèbre qui porte le projet maintenant. Lui, il a monté ça, mais en fait, il a bien d'autres choses à faire. Et c'est assez logique pour Bleu Blanc Zèbre. Grosso modo, on reprend la même méthode. On va cibler les territoires donc, de 500 à 3500 habitants et les territoires de moins de 10 000 habitants qui ont des quartiers inscrits en politique de la ville. On ne le sait pas toujours, mais en fait, il se trouve qu'il y a près de 200 quartiers, de 200 communes en France qui sont concernées, donc qui parfois peuvent avoir peut-être double difficulté pour répondre aux défis des habitants. Si vous, je sais, quelqu'un voulait intervenir? Je Non, pense que ok. c'était un écho. Ok. Moi, je pense que c'est Nicolas Lebert qui a essayé de me déconcentrer. Et, Ouais, tout à fait. Je te suis à la base. je Ni le savais. projet. Voilà l'idée. Donc, c'est sur ces deux types de territoires. On a élargi un petit peu. L'idée, c'est quoi? C'est qu'on arrive à identifier, en fait, très concrètement, est-ce que la transition écologique et sociale, elle est claire ou pas pour le maire et à quel niveau? Et ensuite, on va identifier les projets super qui existent sur ces territoires-là, menés notamment par des assos et en fait, qui sont pas dans les réseaux forcément franciliens, de l'ESS et pourtant qui font des trucs qui cartonnent. Donc là, ça va être un moyen d'aller directement sur les territoires. Le deuxième objectif, il va être d'identifier aussi bah, les projets que la commune elle-même a menés en fait et qui pourront inspirer d'autres communes.
Donc là, c'est plus, on va dire, pour alimenter nos relations aussi avec les assos d'élus, en fait, qui recherchent ce genre d'initiative. Et le troisième volet, qui est peut-être le plus important, mais qu'on ne peut pas aborder en premier parce que les questions de fierté étant ce qu'elles sont, c'est les défis auxquels fait face la commune. En fait, Mm. ce qu'on veut, c'est créer vraiment au-delà de l'entretien, là, l'idée, c'est carrément que ce soit. Nous, on invite à faire une petite balade dans le village et de discuter, en fait, autour de toutes ces thématiques-là, avec des questions de relance. On a un guide d'entretien, etc. Et, euh, et donc, c'est de créer un climat de confiance. Une des premières questions qu'on posera au maire, par exemple, parmi plein de questions qu'on propose, c'est c'était quoi votre rêve quand vous étiez enfant? Euh, et en fait, après, chacun choisit c'est quoi votre film préféré, peu importe, en fait. Mais en gros, on s'intéresse à la personne avant de s'intéresser de manière assez institutionnelle, genre au maire, en fait. Donc, à la personne, à ce qu'elle vit, à ce qu'elle dit, à ce qui se passe sur le territoire. Et Laurent, Ouais, vas-y, Olivier. juste la particularité là, donc c'est bien qu'on est sur des territoires avec un petit nombre d'habitants, donc des petites communes, hein, on est d'accord. Et juste, est-ce que tu peux nous donner un ou deux exemples d'initiatives qui pourraient être dupliquées? Comme ça, qu'on puisse ancrer un petit peu ce que vous cherchez à dupliquer. Ouais, en fait, il y en a pas mal. Là, on a un exemple en ce moment qui nous passionne pas mal, sans surprise pour Tati. C'est l'exemple de Mon Épi, en fait. Épicerie solidaire je veux dire, avec un salarié et demi, ils ont 200 épiceries un peu partout en France. C'est des citoyens qui pilotent ça, ils sont formés avec un petit logiciel. Je sais pas si on peut couper le micro de la personne qui parle en robot. Oui. J'ai rien contre les robots, hein, ok? C'est Euh, le dans l'épicerie, c'est Mon Épi, c'est ça s'appelle? ouais, exactement. Mon Épi, d'accord. Ouais, ce genre de projet nous inspire vachement parce qu'en fait, ils sont simples, c'est du pouvoir d'agir des habitants. Néanmoins, c'est coordonné, ça vit en réseau, ça fait le lien aux producteurs locaux, ça crée des espaces de vie autour d'alimentation, là où parfois les centres-villes ou les bourses sont un peu désertifiés. Désertifiés. Oui, on va valider. Voilà. Tati, tu penses à un exemple significatif? En ce moment, moi, je pense aussi aux petites cantines qui sont un exemple que beaucoup de gens connaissent et qui ont une cantine éphémère, en fait, qui propose de reprendre clé en main pour que chacun et chacune puisse se monter sa petite cantine éphémère. Donc je sais que les petites cantines sont une asso très connue, donc c'est pour ça aussi que j'en parle parce que souvent ça Mm. percute aussi un peu. Et on a ce qui est chouette, c'est qu'on a des initiatives sur plein de thématiques différentes. Donc ça peut être aussi sur l'habitat, sur des questions de mobilité, sur des questions d'emploi. Et, euh, et voilà. Et ça va être Ouais, Ouais, bah, qui va si être tu veux super un. intéressant, du coup, j'imagine, juste parce qu'on n'a pas, on essaie de faire des pitchs assez courts, mais c'est que finalement, si je comprends bien, et tu me corriges si je me trompe, et avant de laisser peut-être la place aux questions, si vous avez des questions à poser, on laisse la place aux questions. Donc là, en fait, c'est aussi de voir comment dans les petits territoires ruraux ou les petits territoires urbains, avec peu de moyens, on est capable quand même de prendre le virage de la transition, quoi. Ouais, c'est ça. Et en fait, tu vois, il y a même un enjeu entre guillemets, de vulgariser, parce qu'en fait, je sais Mm. pas, hein, pour vous, moi, à titre perso, puisqu'on est là à titre perso aussi, Thierry l'a dit tout à Oui, l'heure, tu vois, c'est oui, que ça paraît parfois hyper compliqué à aborder, les transitions écologiques et sociales. Je veux dire, tu demandes ça à des gens dans la rue, c'est quand même pas si évident. Et là, on a réussi à guider concrètement ce que ça voulait dire avec le guide d'aide à l'entretien. Ça veut dire quoi à l'échelle de l'habitat, cette transition? Ça veut dire quoi à l'échelle de l'emploi? Etc. Et en fait, voilà, on a mis des mots-clés, quoi. Est-ce qu'il y a des initiatives autour, je sais pas moi, des économies d'eau dans les douches? Est-ce que, tu vois, on a essayé de démultiplier les trucs pour que ce soit hyper concret, en fait. Yes. Est-ce qu'il y a des questions là qui ont envie d'être posées par voie orale? Bon, il y a aussi le chat, mais c'est cool si on peut poser des questions et interagir dans le réseau. alors juste, j'ai un point d'ordre, Rudy, j'ai vu dans le chat il y a Bastien qui est là, Ouais. Bastien Sibyl, qui explique qu'il doit partir à 13h15 ou sinon il reviendra peut-être à 14h45, à 13h, je sais pas, 13h45, c'est ça. Donc c'est plus sûr de le faire parler maintenant quand même, hein. Donc Ok. juste, bon, il y a peut-être le temps d'une ou deux questions là pour
façon, on peut y revenir après sur Bleu Blanc Z, mais quelqu'un Bastien, qui- est là? Et puis après, peut-être, du coup, donner directement la parole à Bastien, parce que sinon, Ok, ok. on risque de le louper. Les Bah, questions? juste avant qu'on passe aux questions, peut-être moi faudra peut-être qu'on précise la manière dont chacune peut nous rejoindre si c'est un projet qui vous intéresse aussi pour en savoir plus. Parce que je pense que peu importe que vous soyez dans une asso ou vous soyez impliqué à autre titre dans ce pique-nique, ça peut être chouette qu'on s'en parle. Ouais, Vas-y. ouais. Moi, j'avais envie de connaître le chemin, le parcours. Est-ce que vous avez déjà une petite liste de collectivités, de territoires que vous avez prévu d'aller? Ouais, alors en fait, clairement, en fait, tu sais, on va aussi passer par des plateformes. Bon, on a déjà commencé à publier l'émission. Donc, de se dire, bah, toutes les communes de 500 à 3500 sont les. Enfin, voilà, ça c'est ouvert. Et après, on veut mettre un focus justement sur ces territoires-là un peu méconnus de tous, qui sont les moins de 10 000 aussi en QPV et qui ont aussi donc, des quartiers inscrits en politique de la ville. Et pour le coup, il se trouve qu'il y a deux départements, tu vois, sur lesquels il y a beaucoup de. Enfin, ça représente 50% des 194 quartiers. Et si je dis pas de conneries, c'est la Moselle et la Meurthe-et-Moselle, peut-être. Et le département du Nord, pardon. Moselle et département du Nord. Cool. Il y a de quoi faire, hein, ouais. Et on Ah oui. suivra le chemin sur le site de BBZ où il y aura une rubrique dédiée pour voir où vous en êtes. Ah ouais, pour voir. Alors, en gros, là, on est en train de finaliser le site. Donc, en fait, on verra des infos dessus. Puis après, c'est vrai que c'est souvent les bénévoles, tu vois, qui vont avoir l'entrée quand ils s'inscrivent avec leur adresse postale. Paf. Ils voient les communes qui sont disponibles en fait globalement autour de chez eux. Donc ça, c'est un peu le premier truc. Et sur les restitutions, mais en fait, il y a une partie qui va être un peu, comment dire ça, je vais pas dire confidentielle, le bénévole l'aura, tu vois, mais je sais pas si on communiquera partout ce qu'a dit le maire parce qu'il y a un enjeu de confidentialité. Et après, c'est les événements comme Territoire et Solutions qui vont être carrément nourris en fait de ces rencontres-là en fait. Tu vois, de la labellisation à créer des relations entre des gens sur justement des besoins exprimés, mais on sort qu'aussi si besoin à disponible. Ok. Merci. Euh, on va peut-être passer du coup à Bastien. Bastien, es-tu là? Oui, oui, je suis bien là, vous m'entendez? On t'entend. Euh, Bastien, peut-être aussi, avant que tu présentes Opération Milliard, c'est quelque chose enfin, c'est un réseau qui est quand même engagé dans la transition. Le fait qu'il y ait comme ça des initiatives sur des territoires micro-locaux, nous, on constate aussi, hein, la Compagnie Générale des Autres, que tout le monde ne parle pas le langage de la transition et ça ne veut rien dire pour certains, la transition. Donc, j'imagine que c'est aussi un défi pour vous de pouvoir réussir la transition sur tout type de territoire. Donc, c'est aussi une petite introduction pour ton mouvement, mais voilà, tu peux rebondir aussi peut-être sur ce qui t'est dit, si jamais ça fait écho. Ok, alors merci. Et puis je suis vraiment désolé, hein, il faut que je me déplace là dans le nord de Paris et donc ça recontraint mon agenda. Mais je suis vraiment super content qu'on puisse rééchanger. D'abord, je me souviens qu'on a été ensemble quasiment au lancement de l'opération et que C'est ça, c'est ouais. important. Et puis que voilà, après on a été à nouveau en échange. Donc merci pour la qualité de ce lien. Euh, pour répondre à ta question, Rudy, puis après, du coup, je vous dirai où on en est, parce que je ne sais pas si j'ai vraiment besoin de redire toute l'opération Milliard. J'ai Il l'impression y a un que petit résumé, parce qu'il y a peut-être des nouveaux qui ne sont pas au d'accord, il y a courant, des mais nouvelles têtes. en quelques mots, quoi. Ok, alors bienvenue aux nouvelles têtes. Alors du coup, là, je commence par là. Donc, l'opération Milliard, c'est une opération qui vise à lever 1 milliard d'euros pour les actions de transition écologique juste. À travers ça, il y a évidemment plusieurs sujets, mais il y en a un qui est principal, qui est d'avoir un outil, une dynamique collective qui nous permette de redire, ou plutôt de dire tous et toutes ensemble, que la valeur écologique et sociale qu'on crée est très supérieure au financement auquel on a accès. Et que autant on voit passer des financements très importants sur des innovations technologiques, y compris des innovations technologiques de transition écologique. Ça, on en voit. Donc là, il y a des sommes très importantes qui sont affectées. Mais sur les innovations sociales,
de transition écologique et de justice sociale, bah, on est toujours en queue de peloton. Et encore, ça, c'est quand les gens acceptent de nous recevoir. Donc, il y a une espèce de tension entre ce que d'un côté on amène à la société et de l'autre côté ce que la société consent à mettre en termes de capacité de financement sur nos organisations. Donc ça, c'est, je dirais, le projet collectif presque de fierté collective, ou en tout cas de demande d'une reconnaissance à la hauteur de ce qu'on apporte. Ensuite, il y a une deuxième dimension qui est que les temps sont de plus en plus difficiles pour nos organisations et bon, je ne veux pas faire l'oiseau de mauvais augure, puis en plus c'est tellement facile d'être un oiseau de mauvais augure de nos jours, mais on a quand même des restrictions budgétaires devant nous. Là, on est sur la discussion du PLF. Je suis auditionné à l'Assemblée nationale jeudi matin. Je vais leur dire, mais on voit à tous les étages, hein, les têtes de réseau, etc. Même la réduction des budgets de l'ADEME, c'est quelque chose, 35% en moins pour l'ADEME. Il faut voir ce que sur les territoires, pour les petites assos et tout, il faut voir ce que ça veut dire des machins comme ça. Bon, donc on est face à finalement un retrait de plus en plus vif de l'État de nos organisations. Et donc, dans ces difficultés à venir, le fait que nous ayons du lien entre nous et que nous ayons un lien qui soit densifié à la fois par des récits communs, mais aussi par des connaissances financières un peu fines de nos réalités respectives, ces liens sont notre force de demain. Donc, d'abord, premier objectif, nous faire reconnaître à la hauteur de ce qu'on apporte à la société sur le plan social et écologique. Deuxième objectif, avoir des liens forts entre nous pour résister à l'avenir. Troisième objectif, bien sûr, aller mobiliser ce milliard pour être capable ensuite de l'investir dans nos organisations. Alors, ces organisations, quelles sont-elles? Parce que c'est souvent une question qu'on nous pose. Ce sont tout à la fois des associations, des coopératives, des entreprises sociales. Ça veut dire que les outils financiers qu'on va déployer sont des outils qui sont pluriels, de la subvention. On milite très fort pour une réhabilitation de la subvention, y compris de la subvention sur du fonctionnement associatif. Hein, c'est vraiment une dérive néolibérale, je ne sais pas comment la qualifier autrement, excusez-moi pour les grands mots, mais de l'action de l'État dans la société qui est, un, de retirer le financement, puis deux, pour ce qui reste, de le faire sur du projet, puis après de mettre tout le monde en concurrence dessus, sur des sujets qui sont pourtant des sujets d'intérêt général. À un moment, il faut être capable de dire qu'un euro qu'on met pour un rapport important sur le plan social, sur le plan écologique, ne sera pas retrouvé sur le plan financier. Bon, bah, ça s'appelle faire œuvre d'intérêt général. Donc, on doit être capable d'intervenir en subvention, aussi en titre associatif si besoin. Et puis, sur la dimension plus entrepreneuriale, bah, on fera du haut de bilan, parce que c'est important, notamment pour les coopératives, qu'on les soutienne en haut de bilan, là où les acteurs financiers, y compris de la place, ont un peu de mal à le faire. Donc, il faut faire de la part sociale, c'est certain, mais il faut aussi faire du prêt participatif. Bref, on doit déployer l'ensemble de ça. Alors, où on en est? On a pris 1 an, je sais que le temps semble long à beaucoup de gens, mais ça, j'ai envie de dire, bad news, ça va continuer. On est en train de faire quelque chose de profond, d'important, ça ne se fait pas en 5 minutes, et donc il faut bien travailler. Pour bien travailler, la première chose, c'était qu'on se dote d'un récit commun, et donc on a fait 59 auditions, qu'on est en train de synthétiser, et qui vont nous donner lieu à une cartographie à la fois de nos convergences, mais aussi de nos divergences. On n'est pas d'accord sur tout, c'est pas grave, ça c'est la base de la vie. Ce qui est important, c'est d'être capable de dire où nous sommes d'accord, où nous ne sommes pas d'accord. Par exemple, il y a des lignes de tension il y aura des lignes de tension sur le rapport au capital. Hein. Jusqu'à quel degré de capitalisation des organisations on est prêt à aller. Bon, mais ça, c'est pas grave, ce sera des zones de discussion, mais moi, je vois aucune difficulté là-dessus. Ensuite, tu peux dire juste, quand tu dis on en est à combien dans le réseau que tu arrivais à regrouper, combien de personnes sont dans l'opération maintenant? Alors, il y a 2000 personnes qui sont dans l'opération, c'est-à-dire qui ont été en contact avec nous à différents moments de notre vie.
il y a 1000 personnes qui sont adhérents, un peu plus de 1000 qui sont adhérents formels. Mais j'invite tout le monde parce que je sais qu'il y a un peu. Les gens ont commencé par remplir les formulaires, puis on a créé l'association presque un an après. Donc il y a plein de gens qui pensent être adhérents et qui, au sens formel, ne le sont pas. Donc je le dis, s'il y en a dans la salle, n'hésitez pas à réadhérer, c'est gratuit de toutes les façons, pour qu'on ait un listing à jour des adhésions. Ce sont des adhésions personnelles, il n'y a pas d'adhésion de personne morale. Mais de toutes les façons, moi j'ai donné la consigne aux équipes d'écrire aux 2000 personnes parce que je sais qu'il y a un peu de confusion. Il y a des gens qui pensent avoir adhéré alors qu'ils ne l'ont pas tout à fait fait. Ensuite, sur ces 2000 personnes, il y a 200 personnes qui sont engagées vraiment au quotidien. Il y a à peu près 150 bénévoles qui mènent un ensemble d'actions. Je vous mentionnais par exemple les 59 auditions pour le récit. Bon, bah, ça a l'air de rien, 59 auditions, mais enfin, il faut quand même des gens pour les mener, pour faire les retranscriptions, pour tout ça, etc., etc. Il y a une gouvernance qui est donc en passe d'être stabilisée, puisque jusque-là, on était sur une gouvernance temporaire. On a notre assemblée générale le 26, c'est ce jeudi. Tout le monde est invité, qui aura lieu à Romainville. Et donc, on élira le conseil d'administration. Donc une quinzaine de personnes. Il y a un conseil scientifique qui est en cours de formalisation et le soutien de la Fondation de France nous a permis de faire un recrutement qui est Violaine Pierre, avec laquelle certains d'entre vous sont en contact, et qui fait un travail, je le dis d'autant plus volontiers qu'elle n'est pas là, très remarquable pour une personne. Voilà, donc on a mené ces auditions. Là, on est sur une phase de recueil des besoins financiers. Donc, c'est pareil, je mets un peu d'intensité là-dessus. Vous avez vu, j'ai écrit sur la boucle WhatsApp. Je fais ça très, très rarement, mais je le fais parce que on a dit à tout le monde qu'on allait chercher 1 milliard. La réception par les milieux institutionnels a été plutôt bonne. Je pense qu'on a un capital, je sais pas, de légitimité qui était suffisant pour que la question soit posée. Lors de notre lancement le 26 mars, il y avait des gens du secteur qui comptent un peu, et donc ça permet d'asseoir une démarche. Simplement, si derrière, il n'y a pas suffisamment d'organisations qui me disent voilà notre besoin financier, on va être un peu court. Aujourd'hui, on est à 340 dossiers complétés, je vous dis le chiffre de tête, hein, et à peu près l'équivalent aux 360 dossiers en cours de complétion, donc ça fait 600 dossiers, c'est bien, on a besoin d'être à 1000. Donc, on connaît tous et toutes des associations qui ont des besoins financiers, il faut qu'elles remplissent ça. Si on est à 1000 dossiers, ça nous donne une capacité de connaissance des besoins de financement du secteur qui est assez rare pour une démarche civile, qui est même complètement unique pour une démarche civile. C'est la première fois qu'on se sera mis à 1000 pour dire voilà notre besoin d'argent. Donc, ce sera en soi déjà un aboutissement très important. Donc, vraiment, je vous en fais la demande, je ne sais pas comment la faire de façon plus clair ou plus direct. Le questionnaire prend une demi-heure, parce que c'est un vrai questionnaire, il y a des vraies questions financières dedans, mais si chacun de nous donne à 2 assos, bah, on va petit à petit, on se rapproche de l'objectif. Et puis allez, je donne une dernière date, et puis après j'arrête là, mais notre objectif, c'est d'être en mesure de lancer l'opération financière elle-même le 26 mars prochain, à travers le lancement de la Fondation citoyenne. Donc voilà, on a créé l'association, on a été en préfiguration en gros d'avril à mars de l'année passée. On a créé l'association le 26 mars passé, et 1 an après qu'on puisse créer cette Fondation citoyenne qui sera le point d'ancrage de l'ensemble du milliard. Elle n'a pas vocation à accueillir le milliard directement, mais à être son point d'ancrage. Il y a des fondations citoyennes, donc où tout un chacun pourra contribuer, c'est ça? Ou c'est ça l'idée? Exactement. L'idée, c'est qu'au cœur du milliard, il y ait une fondation citoyenne, pas pour le volume financier qu'elle représentera, chacun est invité à y contribuer, mais ce seront des citoyens et des citoyennes qui contribueront, mais c'est surtout, ce qu'on y recherche, c'est un cœur démocratique. Donc là, si on a plusieurs milliers de personnes qui mettent chacune, je sais pas, 100 €, ça ne fera pas une somme délirante sur le truc du milliard, mais ça nous permettra qu'au cœur de la démarche, il y ait plusieurs milliers de citoyens qui prennent part aux décisions du financement. Et en soi, je le dis, ceci est révolutionnaire parce que ça consiste à dire que la finance appartient aux citoyens et aux citoyennes. Karl Polanyi aurait dit qu'il s'agit de réencastrer la finance dans le social, le politique, l'écologique, et c'est très très important.
Ouais, très bien, bravo. Donc, très bonne idée, parce qu'il y avait quand même l'idée aussi, quand tu as lancé ce truc, de dire il y en a marre d'attendre que tout se passe, arrive d'en haut, etc. On se prend en main et on essaye de monter quelque chose qui soit susceptible de booster un peu les changements, quoi. Avec cette approche par le financement qui est quand même le nerf de la guerre, et en plus de manière très organisée, professionnelle. C'est pas simplement quelques hurluberlus qui hurlent en disant on n'a pas assez de pognon, quoi. Donc c'est ça qui est intéressant, et avec cette idée de fondation citoyenne que je trouve excellente. Bon, c'était mon commentaire. Merci, Thierry. Je me suis donné la parole, mais il y en a peut-être que les autres. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui souhaitent poser des questions, à qui ça pose question, ou qui ne savent pas comment rejoindre le mouvement, etc. Non, si, juste, c'est Aline, salut Bastien. C'est Salut. juste les assos, comment on vous les flèche? Ils vont sur votre site et il y a directement le formulaire, ou il faut l'envoyer vers Violaine, ou surtout pas, ou enfin voilà, juste nous dire. Alors, en fait, tu vois là dans le chat, merci Sébastien, que je salue, il y a le lien vers le grand Ah, sur le recueil. recueil. Ouais, donc Parfait. c'est opération-milliard.org/grand recueil. Ok. Et c'est là qu'en fait, il faut que les associations. Donc c'est ça qu'on envoie. Ouais. Ok. Et il faut que ce soit je le dis direct pour pas qu'il y ait de perte de temps, il faut que ce soit une personne de l'association qui maîtrise quand même un peu les chiffres, c'est-à-dire qu'il soit capable de dire voilà Bien notre sûr. budget, voilà notre besoin, etc., etc. hein. Parfait. Merci. Top. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui. Oui, moi j'ai une question. Les budgets qui sont recherchés par les associations, c'est des budgets à quel terme? Nous, souvent dans les accompagnements qu'on fait auprès des associations, elles distinguent des frais de fonctionnement, de frais qui peuvent être à plus long terme, de frais d'investissement. C'est quoi le terme de recherche? Est-ce que c'est des financements dont elles ont besoin sur l'année, sur les 3 années qui viennent, sur les 10 années qui viennent? Qu'est-ce qui compte et qu'est-ce qui compte pas? Alors là, on est vraiment sur la phase de recueil des besoins financiers qui doit nous permettre précisément ensuite d'aller négocier avec les financeurs des thèses d'investissement qui feront justice à ces différentes typologies de besoins. Donc là, dans la phase de recueil des besoins, il faut vraiment que les assos soient exhaustives pour que nous, derrière, on puisse aller voir la Caisse des dépôts, le Crédit Mutuel, etc., en disant, écoutez, voilà, là, par rapport à votre offre actuelle, vous voyez, vous ne répondez pas à ce besoin. Et donc, nous, on veut, par exemple, le Crédit Mutuel, il y a un fonds d'investissement qui s'appelle le Fonds Révolution, qui est doté de plus de 500 millions d'euros. Ils recherchent des projets. Simplement, leurs modalités d'intervention ne correspondent pas toujours aux besoins du terrain. Je discutais avec une ferme en permaculture, là, il y a peu de temps, sur un lieu du Milliard. Ils nous disaient, nous, en fait, maintenant, on a besoin d'investissement sur 40 ans. C'est ça la temporalité de la transition écologique. C'est pas bon. Et donc, ben ça, il n'y a pas d'offre en face. Voilà. Tu as, Est-ce que je- tu as, tu as juste dit, Bastien, là, tu as parlé des lieux. Tu peux dire juste un mot sur que quand même dans ce mouvement, il y a l'idée de s'ancrer aussi sur le territoire, dans des lieux qui portent le mouvement et qui partagent. C'est ça. Alors, absolument, et ça répond un peu à la question d'entrée de Rudy, comme ça j'en profite, Ouais. Rudy, pour répondre à ta question. Dès le plan initial, le plan d'action initial, j'ai proposé qu'on soit présent dans 200 lieux en France. Pourquoi? Parce qu'on a besoin d'être présent sur le territoire. Ce qui ne fonctionne pas, je vais vous dire, il y a plein de trucs qui ne marchent pas, mais globalement, un truc qui ne marche pas, c'est que globalement, il y a des endroits où il y a beaucoup d'argent et qui produisent assez peu de valeur écologique et sociale. Puis il y a des endroits qui produisent beaucoup de valeur écologique et sociale, donc on a beaucoup besoin et qui n'ont pas l'argent pour avancer. Donc ça, c'est un premier truc qui marche pas. Il y a un deuxième truc qui ne marche pas, c'est que les actions sur les territoires sont mal reliées au cycle décisionnel de niveau national. Et donc, il faut absolument qu'on soit présent sur les territoires pour avoir cette connaissance-là et augmenter notre intelligence
de l'intelligence territoriale. Et donc, c'est pour ça qu'on a besoin de ces 200 lieux et dont on est en train de préfigurer le rôle ensuite dans la distribution du milliard en ayant mandaté 15 lieux pour réfléchir à ce qu'est leur articulation avec le milliard. Donc là, actuellement, il y a 15 lieux qui travaillent pour préfigurer ce que doivent être le rôle de ces 200 lieux ensuite. Ils se réunissent, donc ça fait 6 mois qu'ils travaillent, ils se réunissent, je crois, la semaine prochaine, je me souviens plus bien, la semaine prochaine, pour finaliser ces travaux et qu'on ait une espèce de charte d'engagement des lieux. Et tu précises, c'est des lieux existants, c'est-à-dire il ne s'agit pas de créer des trucs à côté, de rajouter encore des Non. structures supplémentaires, mais de s'appuyer sur l'existant. Et du coup, toujours dans le siège de la question de Rudy, ça ne peut pas être juste les tiers-lieux un peu bobos actuels, excusez-moi de le dire comme ça, mais il y a des lieux qui existent depuis des dizaines d'années, des centres sociaux, des bibliothèques de quartier, etc., qui sont extrêmement importantes pour le lien social. Ces lieux sont agrégateurs de besoins de financement qui sont hors radar, parce qu'en fait, les gens qui les fréquentent, ils vont pas... machin. Donc, bien sûr, il faut des tiers-lieux plus nouvelle vague, c'est-à-dire 2005-2025, ça ok, on en a, mais il faut aussi des lieux qui soient des lieux plus anciens, qui étaient construits dans des approches territoriales qui étaient plus volontaires il y a 30 ans sur les questions de fracture, de fracture territoriale. Hein. Voilà. Est-ce que je Très bien. peux ajouter quelque chose? Allez. Oui. Alors, en fait, est-ce que vous connaissez le Green Deal de l'Union européenne? Voilà. C'est-à-dire qu'en fait, en 2019, l'Europe a décidé que l'Union européenne serait la première place de marché durable au monde. C'est-à-dire, qu'est-ce que je fais pour respecter l'être humain et qu'est-ce que je fais pour respecter la nature, les deux composantes. Et ils nous pondent, ils ont commencé à nous pondre des tas de réglementations pour toutes les entreprises de l'Europe, entreprises capitalistiques ESS, tout le monde est concerné. En fait, la première est apparue au 1er janvier 2023. Ça s'appelle la taxonomie verte et c'était demandé par les grands investisseurs et les banquiers qui ne veulent plus mettre 1 euro dans les entreprises, dans l'organisation, hein, quel que soit le secteur, si elles ne sont pas performantes par rapport à la RSE, la responsabilité sociétale des entreprises, qui est très proche de l'ESS en fait. J'ai fait, pour mes 60 ans, j'ai passé un master en ESS parce que je suis convaincue que les deux mondes sont en train de se rapprocher. Et donc, la sanction, c'est qu'aujourd'hui, depuis le 1er janvier 2023, les entreprises de plus de 74 millions d'euros et 500 personnes sont soumises à cette réglementation et ça va descendre progressivement dans l'économie. Et ça passe chez les experts comptables. Ce ne sont plus les entreprises qui font le rapport, ce sont les experts comptables maintenant. Parce que le rapport est unifié. Il ne s'agit pas de dire seulement ce qu'on fait de bien, on va mettre en valeur aussi, si on peut dire mettre en valeur, ce qui n'est pas fait correctement. Et les banquiers et les investisseurs vont mettre des cursus en disant, ben voilà, nous, à partir de ça, on ne finance plus. Et ce curseur, pardon, il va augmenter. Et ensuite, au 1er janvier 2024, on a la CSRD qui était demandée par les compagnies d'assurance qui commencent à avoir plus de sinistres que de primes et qui ne veulent plus assurer les organisations si elles ne sont pas performantes en RSE, qui reprennent la taxonomie verte qui concerne l'environnement et qui ont ajouté en même temps l'impact sur les êtres humains, donc l'impact social. Voilà. Et la sanction, c'est que ça passe chez les experts comptables aussi et que c'est unifié, c'est-à-dire qu'on dit aussi ce qu'on fait de mal, quels sont les impacts négatifs qu'on peut avoir sur les êtres humains. La sanction, c'est je ne suis plus assurable. Et il y a aussi un autre truc qui est en train d'arriver, c'est le devoir de vigilance accrue. Et si je vous parle de tout ça, c'est parce que ça bouleverse totalement, j'appelais ça un tsunami législatif, ça bouleverse totalement l'économie et la manière qu'on a de voir nos organisations. Le devoir de vigilance accrue, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, si j'achète quelque chose en Chine et que j'ai un impact humain, parce qu'en fait, c'est les Ouïghours qui fabriquent le truc, et qu'en plus, il y a l'impact environnemental, on s'en fout. Maintenant, avec la CSRD,
et le devoir de vigilance accru, on devient responsable par son achat des impacts sur les êtres humains et sur la nature. Ça change complètement le visage de l'économie, puisqu'en fait, si je deviens responsable de ça, ça veut dire que ça va me mettre dans mes rapports et que je ne serai plus finançable et je ne serai plus assurable. Donc, par rapport à ce que vous Merci. dites, Bastien, Il, est-ce que ça, il s'en va puisque là. les financements Il est obligé de partir. de regard, est-ce que ça est favorable par rapport à ce que vous faites? Bon, écoutez, je réponds en 15 secondes, donc ça sera forcément un peu bon et caricatural. La réponse est négative. Nous avons besoin de financement sonnant et trébuchant qui aillent vers des associations de quartier, des petites structures, etc. Et qui, pour l'instant, ces réglementations sont insuffisantes pour que les flux financiers aillent jusqu'à cet endroit sur le territoire. À un macro niveau, on peut entrer dans une discussion de l'utilité et l'efficacité de ce genre de démarche, et ça, on pourra en débattre, mais sur le plan vraiment du financement des petites opérations de terrain, ça n'a pas d'effet jusqu'à maintenant. Sauf que les entreprises vont pouvoir mettre dans leur rapport, si elles participent au financement, elles vont pouvoir le mettre dans leur rapport et avoir un truc positif. Ok, ben écoutez, super. Donc, à ce moment-là, le milliard est ouvert pour qu'on les aide à les driver dans la bonne direction auprès des bonnes Oui. initiatives. Oui. Je suis navré, c'est hyper pas courtois et Ah, tout. bah, écoute, quand on cherche des milliards, on a du travail. Allez, vas-y. Là, je gère surtout le RER dans lequel je dois m'engouffrer. Allez, salut à tout le monde. Merci beaucoup. Salut. Allez, à Merci. bientôt. Alors, avant de passer à l'intervenant suivant, une petite surprise, même pour Thierry, on en avait parlé, Thierry. Je vais partager dans le comment on appelle ça, le chat, un lien parce que on voudrait constituer un annuaire mis à jour de NIAC. Et là, comme vous voyez, je suis tout seul dessus, donc c'est pas cool, même si nous on l'a en format évidemment Excel. Donc, je ne sais pas si vous connaissez le Padlet, mais c'est un petit site internet et c'est très facile, je ne sais pas si vous voyez ma souris, d'ajouter ici votre nom, votre photo, votre structure et vos coordonnées. Alors après, ça peut être exporté en Excel et on va constituer comme ça une base de données, mais en même temps, eh ben, ça permet d'avoir les contacts de tout le monde et de ne pas aller chercher, etc. Donc, on vous propose de tester ça. Alors, Tu nous envoies le lien alors pour faire ça. eh ben, je vous mets tout de suite le lien dans le chat. Comme ça, pendant que les autres parlent, vous avez accès au Padlet. Et si chacun peut créer sa petite fiche en se nommant avec son prénom et nom ici, la structure, le lien, mettre une petite photo s'il veut. Et à la fin de la visio, bah, l'idée, c'est qu'on ait enfin, tout le monde soit inscrit dessus. Donc, si ça vous va, yalla, c'est parti. Et voilà, c'était le petit moment pub pour l'annuaire de NIAC. Et on va reprendre la table ronde. Oui, et il faut avancer. Il faut que vous soyez plus court maintenant dans l'intervention parce qu'il Ouais, est on va faire 13h25 et à 14h, ça stop. on va Alors, faire plus court. si on Alors, veut faire parler tous ceux qui étaient prévus, il faut y aller. Abdoul, est-ce que tu es là? Oui, je suis là, je veux bien partager mes slides si tu arrêtes le tien. Ça y Pas est. trop de slides, hein, pas trop de Ok, slides. hein. vas-y. Mais ça donnera des exemples. On va commencer par une question déjà. Qui a déjà mis les pieds sur un écolieu, dans un écolieu? Bon, on a peut-être mis sans le savoir en fait. Ou peut-être sans le savoir, à votre insu. Ah non, mais parce qu'ils sont insipides. Ils sont vraiment... Rudy, est-ce que tu peux arrêter le partage d'écran? J'ai mes propres slides. Faut que tu l'arrêtes. Très bien. Une autre question. Qui a déjà passé plus de 2 jours dans un éco-village? Un petit séjour dans un éco-village. 1, 2... Ah, hésitation auprès de Laurent. Ah ouais, ok, Lorenzo, évidemment, ok, très bien. Bon, j'ai un mix de public, c'est parfait. Ben, je vais vous parler des éco-villages. Je suis conseiller au sein du réseau européen des éco-villages, parce que on est assez nombreux, c'est un réseau qui est mondial, même si je vais vous parler de l'Europe, c'est juste pour vous montrer qu'il y a un phénomène assez répandu. Ça répandu, je vais juste le définir au départ. C'est une communauté intentionnelle, urbaine ou traditionnelle,
où il y a des décisions, des prises de décision de manière participative, et on parle souvent des 4 dimensions de la soutenabilité, qui est sociale, culturelle, écologique et économique. Après qu'on ait parlé de ces définitions, moi je voulais vous faire un petit tour d'horizon de certains écovillages d'Europe, certains que j'ai visités et certains dont j'ai entendu parler, vu des visites, pour voir les différents spectres de ce que ça peut être un écovillage. Alors, on va commencer par un truc super simple, c'est l'échelle. Combien d'habitants? Ben, en fait, on peut en avoir un très petit, une dizaine. À Senihi, la Slovénie, ils sont une dizaine et ils cherchent à croître organiquement jusqu'à 20. Et puis on a Auroville, peut-être beaucoup on entend parler avec une batterie Mandir, ils sont euh, plusieurs milliers, beaucoup. On se dit, ah, ça peut vraiment être une petite communauté à quasiment un gros village. Oui, Rudy, tu as une question? Non. Ensuite, on peut parler des structures sociales. Comment les décisions sont prises? Alors là, c'est un écovillage dans lequel j'ai vécu pendant 2 ans, Söderby en Suède, où c'est très très participatif. Même quelqu'un qui est là de passage pour 2 semaines participe à nos réunions de décision, de sociocratie pour partager, contribuer. Donc c'est très 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 égalitaire. Est-ce que tu peux parler un peu plus fort? Un petit peu plus fort. Je On vais t'entend pas parler bien. plus fort. Plus Merci. près du micro, voilà. Plus près du micro et augmenter mon volume. Merci beaucoup. Donc je disais du coup différentes structures participatives, soit très participatives, soit avec une hiérarchie très stricte qui va suivre un décideur, un leader, etc. Donc là aussi, de la diversité. Si on passe à l'âge, Finorn, là aussi j'ai vécu l'année dernière, donc c'est l'un des plus anciens écovillages assez légendaires, où c'est très âgé du coup, parce que les pionniers sont restés et continuent de le faire vivre. Et on peut revenir plus proche en France, 4 Farm, qui est en Occitanie, où c'est très très jeune, vraiment très très jeune. C'est du moins de 30 ans, voire moins de 25 ans. Donc on a vraiment de tout. Et au milieu du spectre, on va avoir des écovillages intergénérationnels, beaucoup plus répandus. C'est juste qu'il y a différents spectres. Idéologie. Quelle est l'idéologie qui guide l'écovillage? Eh bien, on peut avoir une idéologie plus spirituelle, comme un ashram qui est Ananda Gauri, qui suit vraiment des préceptes des ashrams. Et puis tout à gauche, totalement anarchique, où l'anarchie est l'idéologie en elle-même, donc Canvas Deo en Espagne, très activiste, très anarchie pure. Et on peut avoir au milieu un petit mix, hein, vraiment des petits mix, idéologie légère, une ambition, des objectifs un peu légers, un peu tout. Je vais en donner un autre, peut-être ce qui vous parlera aussi, c'est sur le modèle de propriété, qui possède la terre et les infrastructures. On va reparler du coup de Söderby, là où j'ai vécu, où c'est une fondation qui possède l'ensemble de la terre, qui a été donnée par les premiers fondateurs, avec une mission. Cette terre doit servir au maintien et à la régénération de la biodiversité. Voilà l'usage qui est autorisé de cet éco-village. Donc pas de propriété. Et puis on va aller à Charlottenburg où c'est entièrement possédé par une seule personne, entièrement privée, et qui loue à tous les membres. Donc on a vraiment un gros spectre, et quand on arrive au milieu, on peut avoir un modèle coopératif, chacun a une part, ou bien chacun va avoir sa maison, son appartement, avec quelque chose de commun. Donc on peut vraiment construire différents modèles. Chaque éco-village a son propre ADN, et il y a d'autres spectres, hein, sur comment on partage l'argent, les relations personnelles, les lieux, la nourriture. Enfin voilà, il y a plein d'autres dimensions qu'on pourrait partager. Abdoul, est-ce que tu peux juste nous dire, parce que tu nous avais présenté, Abdoul est intervenu à la Gaieté Lyrique aussi sur la question des récits de territoire. Tu nous avais parlé notamment d'un éco-village qui a réussi à ramener de l'eau là où il n'y avait plus d'eau, un autre où des villageois ont squatté une maison, donc c'est des squatteurs, mais ils ont réussi à revitaliser un peu le village comme ça en y foutant une boulangerie aussi. Le pouvoir d'agir de l'éco-village, c'est quoi, enfin, en quoi ça permet le pouvoir d'agir et en quoi il est important pour construire un éco-village, quoi. Eh ben,
Moi, de ma propre expérience, je trouve que c'est le bon terreau pour des initiatives personnelles, des initiatives collectives qui seraient totalement inatteignables en solo. Là, c'est l'exemple que tu donnais de l'AKB, donc c'est qui a démarré en squat. À gauche, c'est comment c'était avant, à droite, comment c'était à la fin. Et on voit le pouvoir du collectif d'aller transformer. Je pense pas qu'ils avaient une ambition d'atteindre ça. Et, ils avaient peut-être été un peu plus moins ambitieux. Et finalement, ça décuple la possibilité. Donc, on part de beaucoup de conflits avec la municipalité, avec la police, parce que c'est du squat, quoi, à une belle insertion au niveau du territoire. Ils ont fait du coup, c'est eux qui ont la boulangerie du territoire. Donc il y a une belle activité économique et un bon service qui est produit. Il y a 2 membres de la communauté qui sont maintenant au conseil municipal. Donc on part d'un conflit à une participation au processus démocratique. Donc il y a quand même pas mal de positifs. Il y a aussi du négatif. Je n'en parle pas maintenant, mais tout ne marche pas, tout ne fonctionne pas. Mais le pouvoir de transformation, il est quand même là. De toute façon, je parle d'éco-village ou d'écolieux. Moi, ma vision, c'est plutôt le collectif. En fait, quand on fait les choses collectivement, lorsqu'on trouve chaussure à son pied dans une communauté dans laquelle on se sent bien, on se sent appuyé, on se sent soutenu, et on fait de même pour les autres, 1 plus 1 égale 3, quoi. Ok, top, merci Abdou, c'est super clair. Est-ce qu'il y a des questions? On va passer la parole à Lorenzo, qui va nous parler peut-être de la coopérative Oasis, qui sont exceptionnelles. Oui, d'autant plus que là, il y a eu une réunion auquel tu as certainement participé. Abdoul, bonjour à tous et à toutes, au fait, où il y a eu 600 personnes hein, qui se sont retrouvées dans une oasis, un écolieu qui s'appelle zut, Sainte-Camelle. Sainte-Camelle, merci bien. Moi, ce qui m'intéresse à cet endroit-là, puisqu'on parle beaucoup de tiers-lieux, c'est l'interaction qui peut exister entre les éco-villages, les écolieux, les oasis, si on veut dire, et les tiers-lieux. D'autant plus qu'il y a tout un réseau de tiers-lieux nourriciers, justement, qui est en train d'émerger, enfin, depuis maintenant quelques années, hein, depuis d'ailleurs la crise sanitaire. Donc, il y a cette question de précarité alimentaire qui est en jeu. Et il y a quelque chose à imaginer à cet endroit-là. Et puis, pour rester sur le thème, je ne vais pas aller plus loin, mais j'aurai bien d'autres choses à vous partager également. Merci. Merci Abdoul. Mais merci Lorenzo. Et en fait, vraiment, ce que Lorenzo dit, c'est que le collectif, il peut prendre différentes formes. Donc, il y a les éco-villages, il y a les tiers-lieux, il y a vraiment d'autres formes. Et en général, on collabore ensemble. En général, on collabore ensemble. Anne-Marie, du coup, le festival Oasis a eu lieu à Sainte-Camelle. Sainte-Camelle. Voilà, pouvoir du collectif. De toute façon, souvent, en plus, je dirais que ça aide quand sont souvent en milieu rural, en milieu abandonné. Ça aide à démarrer, ça aide à collaborer ensemble. Voilà. Ok, merci Abdoul. Comme vous le savez, c'est ouvert au pitch, hein. Donc si vous avez d'autres initiatives à pitcher, c'est le moment. Vous aussi, si vous avez envie de parler de vous avez une actualité importante, vous pouvez aussi intervenir. Et ne vous bousculez pas parce que c'est trop compliqué après si vous vous bousculez. Quelqu'un? Anne-Marie? Non? Lorenzo? Oui, ben moi je veux bien reprendre la parole s'il n'y a personne d'autre qui se manifeste. Allez. C'est tout bon? Alors, on a déjà eu l'occasion d'échanger, je pense, hein, sur le chat sur LinkedIn avec toi, Rudy. Oui, mais tu te présentes un peu. Tu te Oui, présentes, les d'accord. gens te Ok. connaissent. Alors, D'où tu viens, rapidement, ce que donc, tu fais. dans ma position maintenant depuis une dizaine d'années, je pourrais dire que je suis papillon pollinisateur. Ou en d'autres termes, je suis amené à connecter les acteurs qui portent des initiatives. On va rester sur le mot transition, de la transition, que ce soit écologique, numérique, citoyenne, de façon très transversale. Ce qui m'a amené aussi à de voir combien les processus d'intelligence collective étaient complètement pertinents, et d'une certaine façon, Abdoul l'a évoqué par la bande. Et récemment, donc, il s'est trouvé qu'il y a tout un groupe qui a répondu à l'appel à commun, qui est le premier, dirais-je, pas, et aussi qui permet
appel à commun de l'ADEME, la NCT et l'IGN, pour ceux qui n'ont peut-être pas suivi un peu cet appel à commun, qui a mis en place un socle de confiance, à savoir que tout ce qui est produit est sous licence open source en CC by SA. Donc, il permet à tous les différents acteurs qui habituellement sont dans les appels à commun, à projet, de passer du mode compétition au mode de coopération. Et donc, fort de ça, c'est d'utiliser cet appel à commun, et je vais le dire de façon assez simple hein, à l'instant, mais le dossier est beaucoup plus complexe que ça, et je l'ai mis dans le chat d'ailleurs, si ça vous intéresse, je pourrais le remettre si c'est beaucoup trop loin pour vous au niveau historique du chat, c'est que cet appel à commun, enfin, la réponse à l'appel à commun de l'Université Paris 8 et du commun d'accompagnement des transitions a pour objet de rendre visibles les savoir-faire, le savoir-être de la communauté de la facilitation pour accompagner les territoires dans leur transition, par une porte d'entrée qui est le dialogue. Donc ça concerne tout le monde. C'est-à-dire que sur un projet, sur une initiative de territoire en transition, comment faire en sorte que toutes les différentes parties prenantes qui ont en général des besoins, des intentions, des temporalités différentes ne se bouffent pas le nez, ils passent du mode débat, et quand il y a débat en France, on le sait, c'est déjà pas mal, au mode dialogue. Voilà, en s'inspirant pas mal au départ du processus U qui a été mis en place par Otto Scharmer du Presidencing Institute de MIT. Voilà ce que je peux dire à l'instant. Et si il y a des curiosités, si je n'ai pas envie de trop prendre de temps, je vous invite plutôt à me recontacter sans aucun. Mais je veux bien développer à cet endroit. Et, Merci. et Lorenzo, si tu veux bien compléter le Padlet, là, enfin mettre ta petite fiche sur le Padlet, je pense que ça aidera les gens à garder contact avec toi. Donc, j'ai remis le lien dans le chat. N'hésitez pas, il y a déjà pas mal d'inscrits qui commencent à. Pour l'instant, on a beaucoup de mecs. Il faudrait aussi des femmes. Donc, elle est bienvenue. Alors, on va peut-être. Il y a aussi une question hein, qui est posée dans le chat pour Abdoul de Adama. Est-ce que vous connaissez des communautés installées sur les berges désindustrialisées avec l'idée de régénérer le lieu? Parle du projet ELSA sur une ancienne décharge en tête à Cher, Yvelines. Mais elle cherche d'autres exemples autour d'un cours d'eau. Et sinon, Rudy, tu devais aussi, toi, présenter la démarche Ouais. ressources ABSR+, enfin, Eh ben, territoire ressources besoins sur les territoires. Je vais la présenter. Important. Je laisse répondre dans le chat, mais c'est aussi pour animer cet échange. Je peux me Alors, permettre? ouais. Tout à l'heure, tu avais demandé, j'avais levé la main, mais personne ne l'a vu apparemment. Je voulais parler On l'a levé plus haut. présentation à Batimat d'une première mondiale, de la première fenêtre qui est reconditionnée à partir d'anciennes fenêtres avec l'appui de deux entreprises d'insertion par l'activité économique. Donc c'est le 30 septembre, 1er, 2 et 3 octobre à Batimat, Paris, au stand Swao. Batimat Paris. Stand, quoi? Est-ce que tu peux redonner la date? Ça commence lundi prochain, le 30 septembre, 1er, 2 et 3 de la semaine prochaine, octobre. Et donc, c'est l'association ECOMI qui porte le projet. Top. Et je vous dis bravo, Guy. Aline fait partie Non, du j'en projet. fais plus partie, mais je vous soutiens beaucoup. Ouais. Non, mais c'est une belle réussite d'économie circulaire, voilà, qui pourra éviter pas mal de déchets, notamment à partir des déchets de fenêtres. Ok, eh ben, merci beaucoup. J'avais une question juste là par rapport aux participants dont je vois la liste. Il y a une association Réfléchir et Agir. Je ne sais pas qui est présent de cette association et qu'est-ce que c'est que cette association? Est-ce que quelqu'un est là? Réfléchir et Agir. Non? Personne n'est en ligne de la. Si. Moi, je l'ai comme participant actuel
mais je ne sais pas qui c'est. Qu'est-ce que c'est? Alors là, le son, ça ne fonctionne pas. Alors, le son ne fonctionne pas, malheureusement. Bon, on verra après. On va laisser Rudy parler de son truc, puis après de l'association Réfléchir et Agir, si tu peux, d'ici là, régler le problème du son. Ok, bon, j'enchaîne. Oui, vas-y, enchaîne. Ok, alors là, je vais parler d'une approche que la Compagnie Générale des Autres porte et qui a donné lieu à plusieurs exemples d'expérimentation, dont une un peu phare à Romainville, donc dans le 93. L'approche de la Compagnie Générale des Autres, et aussi l'approche de ceux qui la composent, donc Sophia Wizerat, qui n'est pas là malheureusement, mais du coup je présente à sa place, qui est spécialiste des coopérations, c'est de partir en fait des ressources du territoire pour construire l'action plutôt que des besoins. C'est-à-dire que l'action publique, souvent, on constate les CCAS, les centres communaux d'action sociale, les travailleurs sociaux, les personnes qui travaillent dans les institutions, on constate que elle est construite par rapport aux besoins du territoire auxquels on va répondre avec des politiques publiques, avec du travail social qui est souvent précurisé, avec des acteurs associatifs un peu courageux, et en se disant, on va répondre aux besoins du territoire. Et en fait, en partant du principe que le territoire a des besoins auxquels il faut répondre, on confine finalement l'action à finalement une position presque d'aide, en disant, on va répondre aux besoins, et puis aussi une position un petit peu pyramidale, hiérarchique c'est l'État et la collectivité qui répond aux besoins. Et donc, les citoyens sont confinés à une posture presque de consommateur ou d'aide, en fait, une posture d'aide. Donc, l'approche ressources, c'est plutôt de dire, et si on partait plutôt des ressources du territoire, en disant, ces ressources-là, en les cartographiant, en prenant en compte et en prenant conscience des ressources du territoire, on va pouvoir dire, tiens, en fait, je suis sur un territoire ou un quartier qui a des ressources, qu'est-ce que je peux faire à partir de ces ressources-là? Et même comment moi, je peux être une ressource pour le territoire. Donc nous, on a fait ça, c'est-à-dire qu'on est parti à Romainville poser cette question-là aux habitants en partant d'une obligation légale qui est l'ABS, l'analyse des besoins sociaux. Je ne sais pas si vous connaissez, mais toutes les communes de France et de Navarre doivent constituer ce diagnostic, c'est-à-dire voir un petit peu combien il y a de besoins sociaux sur mon territoire, de femmes isolées, monoparentales, de familles monoparentales, de personnes en fracture numérique, etc. Mais c'est un diagnostic qui est statistique, c'est-à-dire que voilà, c'est l'INSEE qui le fait, et puis souvent ça reste dans les tiroirs. Donc nous, on veut faire l'analyse des besoins sociaux et des ressources avec cette approche ressources. Et c'est ce qu'on a fait à Romainville en allant voir les acteurs en disant c'est quoi les ressources de votre territoire et comment vous pouvez être acteur ressources. Bon, alors je peux vous dire que tous les acteurs, que ce soit les centres sociaux, qui ont l'habitude normalement de faire de l'éducation populaire, les travailleurs sociaux, les habitants, ils se disent mais attendez, mais je ne comprends pas, il y a surtout des besoins. Donc là, cette approche ressources, pour eux, c'est un petit peu brusquant, quoi. C'est un peu une révolution copernicienne. Et finalement, au bout d'un moment, on dit, mais oui, en fait, il y a plein de choses qui existent, on pourrait capitaliser là-dessus, faire mieux ensemble là-dessus. Et finalement, la question des besoins, elle vient derrière, c'est-à-dire que en allant sur les ressources, en se disant, il y a un centre social là, une association là, elles font la même chose, elles essayent de répondre au pouvoir d'agir ou à l'isolement des personnes âgées, etc. On a des ressources pour l'isolement des personnes âgées, par exemple. En capitalisant là-dessus, on va créer un tiers-lieu, pourquoi pas. Donc, ça fait naître des idées, quoi. Donc, cette approche, cette ABS plus R, c'est un peu révolutionnaire, c'est-à-dire que ça peut revisiter l'action publique et faire en sorte que l'action publique, elle soit basée sur le pouvoir d'agir, finalement, des habitants, puisqu'ils vont prendre conscience de leurs ressources. Et moi, je fais un appel à l'action, là, c'est-à-dire que je ne sais pas si vous savez, vous avez en tête quand sont les prochaines municipales, mais elles sont dans 2 ans. Et on a 2 ans pour changer la manière dont on fait les ABS
parce que dans 2 ans, il va falloir refaire l'ABS de toutes les communes, donc c'est aussi un énorme marché. Et donc, on pourrait tous ensemble expérimenter une nouvelle manière de faire sur les communes, qui serait l'ABS plus R. Donc, tout simplement, déjà, voilà, parler de cette expérimentation. Vous pouvez trouver toutes les infos sur le site de la Compagnie Générale des Autres. Il y a une vidéo aussi qui explique comment on a fait. Et cette approche ressource, je terminerai juste en disant que c'est aussi une approche qui est très proche de l'approche québécoise de développement de communauté qu'on est allé voir avec des travailleurs sociaux de Seine-Saint-Denis, et qu'elle peut se traduire de différentes manières en étant plus sur une dimension stratégique des communes et des intercommunalités ou même des départements, d'être sur une approche plutôt de ressources et de faire monter en compétences les agents, les élus, les acteurs locaux là-dessus, mais aussi les habitants. Et puis qu'on peut la traduire sur chaque thématique en disant, avec les ressources qui existent sur le territoire, on peut répondre à des besoins sociaux, que ce soit l'accès aux droits, les seniors, j'ai donné un exemple tout à l'heure, l'insertion, etc. Donc voilà, une présentation assez brève, mais j'espère que vous avez saisi la philosophie et je suis à votre disposition pour toute question. Ta demande, c'était quoi, Rudy, là-dessus? Ma demande, c'est on va essayer de créer une task force de fous qu'on a envie d'expérimenter en allant le porter dans toutes les communes ou quelques communes de France. Alors, sachant que c'est une approche, la BS plus R, qui a été soutenue par le fonds DD17, donc c'est le fonds du rameau, et par un maire qui est plutôt partant pour ce genre de démarche, qui est François Dechy. Un maire qui est niaqueur, un des membres fondateurs de NIAC. Membre fondateur de NIAC. Trouvons d'autres maires qui ont envie d'expérimenter ça, d'autres fonds qui ont envie de mettre la main à la poche pour ce truc-là et qui croient au 50-50 des politiques publiques, c'est-à-dire que les politiques publiques, c'est pas que, et c'est important que ça soit, mais c'est pas que la commune, l'État, etc. C'est aussi les habitants et ensemble, on fera mieux que si on fait chacun dans notre coin et qu'on met les gens en posture d'aide et qu'on les infantilise finalement, quoi. Marie-Jo, tu voulais intervenir? Bravo. Oui, simplement pour dire que je trouve ça super, hein. Je connais bien Sophie Aouezerat depuis longtemps et c'est quelqu'un de formidable sur justement l'identification des ressources des territoires et des habitants. Je voulais juste dire que l'analyse des besoins sociaux, c'est pas nouveau. C'est un outil qui a au moins 20 ans, hein, qui a été mis en place au niveau de la Fédération nationale des centres sociaux. Et je voulais demander, Rudy, si vous aviez pris contact au niveau national avec les gens, avec l'équipe de la Fédération nationale des centres sociaux, ou au moins avec les fédérations. Ils ont aussi des fédérations départementales, en particulier en Île-de-France où il y en a une qui est très puissante. Donc moi, je conseillerais d'aller voir aussi les gens des fédérations nationales ou départementales pour leur faire connaître cette approche, parce que je pense que pour eux, ça peut être très intéressant et qu'il faudrait passer par comment dire, par leur réseau, certaines de leurs réunions pour que ça passe auprès d'autres centres sociaux, etc. Et d'autre part, je rebondis aussi sur une question que je voulais aborder avec Bastien tout à l'heure. Je me demande si le mot transition écologique juste, c'est compris, ça peut être compris par des gens auprès desquels on voudrait recueillir leurs besoins de financement comme quelque chose qui les concerne. Par exemple, ce type de sujet, les centres sociaux, les fédérations nationales ou départementales, je suis pas très sûre qu'elles aient le sentiment d'agir, qu'il y a un pont transition écologique juste dans leur action ou ou dans les objectifs qui pourraient monter. Donc je m'interroge un peu sur la compréhension de ce terme-là par un certain nombre d'acteurs des questions sociales au plan très local Alors attention, et Marie-Jo, de solidarité.
petit glissement sémantique, c'est les CCAS qui font l'analyse des besoins sociaux. Oui. Hein. Les Oui, centres oui, oui, c'est les CCAS, je suis Ouais. d'accord, mais les Oui, donc c'est CCAS, il y en a. l'Union Ok, nationale des CCAS qu'il faut rencontrer. Ouais. Alors, on a l'Union rencontré. nationale des CCAS, mais les centres sociaux Oui, connaissent aussi cet outil. Hein. ils sont Ouais, ouais, ouais. associés. Oui, tu as raison. D'accord. Ça peut être aussi dans les diagnostics de projets sociaux des centres sociaux et en concertation avec les centres sociaux. D'ailleurs, on a beaucoup travaillé avec les centres sociaux de la mairie de Romainville qui était hyper moteur. Hein, Justement, Et oui. on a rencontré, on a présenté cette approche à l'UNCAS 93, donc l'Union des Très bien. CCA 93, Ouais. hyper intéressé par ça et qui nous a dit c'est vraiment avec les yeux qui brillent, ça nous permet effectivement de revisiter un peu notre manière de faire à l'heure où l'action sociale est complètement pressurisée et étouffée. Ça nous permet aussi d'entrevoir une autre manière de sortir de l'isolement, quoi, aussi. Voilà. Oui, tout à fait. Oui, donc c'est bon Oui, puis niveau pour essaimer cette démarche-là. c'est Ouais. vrai que Peut-être bon, aussi viser les fédérations d'élus, par exemple la Fédération des maires de Seine-Saint-Denis, qui est, je crois, dont le vice-président est de toute façon, aussi quelqu'un qu'on c'est connaît. Mohamed Diabali, c'est Mohamed Voilà. Diabali Ouais. qui est ni hacker aussi, donc il connaît bien le sujet. Et puis, alors, il y a un autre niaqueur, hein, pour lui rendre hommage et pour dire que Niac, ça, quand même, ça permet d'activer des choses. C'est Sébastien Poulet-Goffard, qui n'est pas là aujourd'hui, mais Ouais. qui a imaginé cette démarche-là hein, pour Mhm. rendre César ce qu'à César avec Sophie Aouizera, à laquelle j'ai participé dans le collectif Compagnie Générale des Autres. Donc, deux anciens travailleurs sociaux qui savent très bien de quoi ils parlent et qui ont qui contribuent à réinventer une manière de faire l'action sociale aussi sur les Ouais. territoires. Non, mais je pense que c'est très intéressant. Très intéressant parce que là, on a affaire à un dispositif législatif en fait. Hein. L'analyse des besoins sociaux, c'est une obligation pour les communes après chaque renouvellement, etc. Donc c'est un truc. Mais très souvent, alors d'abord ça traîne, puis c'est souvent assez formel. Hein. Puis effectivement, c'est un recensement des besoins. On dit, il y a tant de populations fragiles, ils habitent ceci, ils sont là, ils sont comme ça, ils sont grands, ils sont vieux, ils sont pauvres, etc. C'est assez statique. Et puis après, ça se termine par oui, donc il faut faire une politique ceci, une politique cela. Enfin voilà, c'est souvent un peu ce genre de truc. Donc là, c'est une approche complètement renouvelée qui est proposée. Et je pense que ça, si on s'y prend bien, ça a de l'avenir. Et effectivement, c'est maintenant qu'il faut commencer le boulot parce que les élections, c'est dans 2 ans. Bon, bah, Oui. très bien. D'autres remarques là-dessus? Excuse-moi si je peux me permettre. Ouais, désolé. Parce qu'effectivement, moi, je viens du réseau des centres sociaux et plus précisément de la Fédération des centres sociaux des Yvelines. On avait eu une discussion un peu similaire avec Estelle il y a quelques années lors d'un rassemblement du RTES. En fait, la grande difficulté qu'on a, c'est qu'effectivement, c'est les CCAS qui sont fléchés pour cette question-là et que les centres sociaux, même s'ils sont et appliquent une méthode très proche qui peut être calquée, en fait, on est rarement sollicité par les Oui, c'est collectivités. dingue ça. Voire les collectivités ont même tendance à dire oui, oui, non, vous faites très bien votre truc hein, dans votre centre et dans le quartier, etc. Mais on ne va pas l'appliquer à la ville et on va payer 15 à 20 000 euros à un prestataire extérieur qui va juste mobiliser un stagiaire pour lire les données INSEE. Et donc, du Ouais. coup, à côté de ça, moi, j'ai aussi un organisme de formation en direction des élus et on effectue également des ABS. Et en fait, on se rend compte très souvent que les élus, ils ne veulent pas forcément une approche bottom-up, etc. Ils veulent juste un truc qui soit dans les clous et qui ne sera pas attaqué parce que c'est l'approche usuelle. Et en fait, le fait de pouvoir répondre collectivement un peu à l'appel que tu faisais tout à l'heure, Rudy, de se dire collectivement, en fait, on réaffirme et on porte qu'il y a cet intérêt aussi de s'intéresser aux ressources, et c'est quelque chose qui a déjà commencé à être fait dans les Yvelines. Et donc, du coup, non seulement la Fédération des centres sociaux des Yvelines, mais également le CRPV, donc le Centre Ressources Politiques de la Ville, accompagne et rappelle aux collectivités que c'est une approche bien plus pertinente. Et on a réussi à avoir le soutien de la CAF des Yvelines, qui elle aussi renvoie autant que possible à ces deux organismes en disant sur de l'ABS, vous pouvez aussi les solliciter pour qu'on vous accompagne ou qu'on vous oriente. La question qui se pose ensuite dans les Yvelines, parce que c'est que le territoire que je connais, c'est quel opérateur pour répondre aux différentes collectivités. Certaines collectivités ne veulent pas s'adresser à la Fédération des centres sociaux parce qu'il n'y a pas de centre social sur le territoire. Certaines collectivités ne veulent pas s'adresser au CRPV parce qu'il n'y a pas de quartier QPV sur leur territoire. Donc si on arrive à pouvoir fédérer des acteurs qui, autour de cette appellation ABS plus R, réaliser une opération peut-être nationale, ce serait vraiment bien.
Et moi, j'y souscris totalement. Bah, L'organisme de parfait. formation s'appelle Utopia, comme une utopie, avec 2 Utopia. P. Mm. Et vous trouvez des informations sur Internet, même si on refait intégralement le site Internet, et qu'on est une petite équipe, on n'a pas vocation à être hégémonique et à intervenir Ouais. partout, sur tous les territoires. Par contre, ce qui nous intéresse, c'est de travailler avec des gens qui portent nos valeurs et qui vont dans le même sens. Alors, est-ce que tu pourrais m'en faire un mail, Adama, comme ça je regarde ton contact avec Ouais. les infos. Et puis si Mm. on commence à générer une petite task force, voilà, une petite équipe qui a envie de travailler sur ces questions-là, eh ben, tu serais dans la boucle, quoi. Voilà, ça peut être cool. Merci beaucoup. Bon, très bien. On arrive un peu au terme de l'horaire, mais s'il y a encore des gens qui ont des choses à dire ou à communiquer. Non, moi je voudrais poser une question parce que tous Oui. ces sujets de besoins, etc., ça me fait penser au documentaire Les Doléances que j'ai vu il n'y a pas longtemps. Ah oui, c'est vrai, je voulais le Euh, regarder, c'est bien ça, je vais le regarder. C'est super bien, je le Ouais. conseille effectivement à tout le monde, c'est assez édifiant. Et du coup, je ne sais pas si dans la salle, il y a des gens qui peuvent nous dire où est-ce que ça en est, ce sujet des doléances, à suite justement à la démarche de ce maire qui a essayé de réouvrir les doléances. Donc ça, c'est pour ceux qui ne savent pas, c'était suite aux Gilets jaunes, enfin c'était pendant la période Gilets jaunes, où le président avait proposé justement que tout le monde remonte un petit peu ses doléances. Donc il y a un grand nombre de, de doléances. Ah, il y a Lorenzo qui va peut-être en dire quelque chose. Et voilà. Oui, Et après, il ne s'est rien passé, en fait. Et en fait, il y a une ben, conjoncture qui fait que c'est rien passé. Il ne s'est rien passé au niveau du gouvernement, je veux dire. Enfin, alors, je veux bien te répondre et vous répondre. Du coup, si vous n'êtes pas au courant, ça a été communiqué, mais bien entendu, peut-être pas suffisamment. Fabrice d'Allongeville, lorsqu'il a présenté son film à faire autrement, si certains ont participé à, je crois que Bleu Blanc Zèbre était présent, en tout cas un certain nombre, eh bien, c'est constitué un collectif et qui a lancé l'appel de Guise. L'appel de Guise plus précisément. Et donc, je vous fournirai peut-être ça. C'est-à-dire, l'objet, c'est ouais. effectivement de rendre visible à nouveau toutes ces dynamiques. Et donc, il y a certains acteurs qui participent, dont les Localos et bien Jean Carini, François Dereau, que vous connaissez certainement, des Petits Débrouillards, et bien d'autres. Alors, ça a fait une sorte de flop parce qu'on a voulu profiter de la diffusion qui était prévue juste quelques jours après la diffusion des doléances sur France 3. Et c'est au moment où notre cher président a annoncé qu'il relançait les législatives. Mais c'est vrai qu'entre-temps, il y a eu à nouveau, et heureusement, mais à 23 heures, la diffusion de ce film-là. Donc, même sur les moteurs de recherche, hein, vous faites appel de Guise, les doléances, ou Fabrice d'Allongeville, qui est le maire, donc qui est l'héros, on va dire, de ce documentaire, vous pourrez retrouver des informations. Je voulais C'est le sinon maire évoquer quelque chose d'autre, si vous avez quelques minutes. Mm. Je l'ai dit dans le chat. Vous avez compris, donc, je suis dans un mode connecteur, je suis en relation avec de très nombreux collectifs et initiatives. Ce que je rencontre, c'est qu'on est tous dans nos propres silos. Ça peut être des D'habitude. méta-silos, mais ça reste des silos. Et donc là, il y a vraiment quelque chose à imaginer avec le numérique. Je sais qu'Olivier te l'a réagi quand j'ai parlé de Transiscope. Transiscope est un très bel exemple comment on peut fonctionner ensemble en interopérabilité sans être dans un mode de compétition, même si souvent ça ne se dit pas, ce qui permet plutôt de gagner du temps, des ressources, des moyens. Il y a vraiment quelque chose à creuser. Et là, je viens de sortir d'une semaine en présence de l'écosystème de l'Assemblée virtuelle qui ouvre justement des espaces actuellement pour permettre aux différentes plateformes de dialoguer entre elles, de ce qu'on appelle l'interopérabilité. Et je pense que c'est vraiment quelque chose à imaginer parce que tout ce que vous partagez là, vous le savez bien, il y a plein d'autres initiatives qui sont en cours. Donc, comment faire en sorte qu'on puisse être vraiment dans ce mode de coopération ouverte et de partage sincère? Merci. Très bien. Parfait. Alors, il est 14 heures. Je crois que c'est l'heure de vous libérer pour retrouver une activité normale, comme diraient les Guignols. Même si on n'est pas les Guignols. Mais aussi, vous posez la question de sujets, d'intervenants pour le prochain pique-nique. N'hésitez pas, soit à le dire dans le chat, soit à le mettre sur le Padlet. Sur le Padlet, on peut mettre tout et n'importe quoi. On peut aussi mettre des idées, voilà. Ça a l'air bien ce Padlet, là. J'ai vu qu'il y a pas mal de gens qui ont rempli déjà, Ouais, il y c'est a pas très mal bien. de gens.
on va D'ailleurs, le faire. On va l'étendre à tout le réseau parce que c'est bien. ah ouais. Et là, en fait, là, vous voyez, il y a Ouais, pas mal de gens qui commencent c'est à chouette. s'inscrire. Si Allez. vous avez une idée, vous pouvez ajouter sur le plus en bas là, idée d'intervenant, idée intervention, idée sujet, etc. Et écrire tout simplement, je voudrais qu'on traite la question des guignols de l'info, par exemple. Voilà. Bon, on va pas le faire, mais voilà. Donc, sur le prochain pique-nique, ce serait intéressant, c'est que vous puissiez mettre des idées sur le Padlet ou dans le chat, parce que voilà, pour qu'on puisse les comporter et vous vous rapprocher de moi. Si vous voulez intervenir, faire intervenir des gens, vous rapprochez de moi. Vous avez mon mail dans le Padlet et vous le trouvez facilement, ou mon téléphone, et on peut organiser un pique-nique sur vos sujets en concertation avec Thierry, quoi. On Voilà, imagine un prochain pique-nique dans 2 mois à peu près, ça. ouais, c'est ça. Donc, vous pouvez y participer, faire participer des gens, activer vos liens et vos projets à vous. C'est aussi pour ça qu'on fait ça, quoi. Et d'ici là, on va essayer d'exploiter déjà tout ce qu'on a eu, qu'on a récupéré dans ce pique-nique. Il y a beaucoup de choses sur le chat. On le conserve, ça, le chat, hein. Écoute, on le conserve, il va être On tout est exporté en... enregistré, on ne le perd pas, ça. Ouais, on ne le perd pas. Et Bon. puis, Plutôt bien. Donc, comment? on va piocher dedans, on va voir ce qu'on peut faire. Hein. On va voir ce qu'on peut faire. Il est 14 h, il faut qu'on se tienne à l'horaire. Donc, on va devoir vous libérer. Merci Donc, beaucoup. Merci pour à la tous. relève, Rudy. Super. Merci beaucoup, beaucoup.